Chers aventuriers, bonjour. Aujourd'hui, nous allons mettre la philosophie en aventure grâce à Hegel. Grâce à son histoire, nous allons tenter de répondre à un comportement qui est certainement gravé dans votre quotidien, comme dans le mien, la soif de reconnaissance. Agit-on par intérêt? Devons-nous apprendre à nous passer du regard des autres? Pour Hegel, la réponse est claire, c'est non. Le regard des autres est une force pour ce jeune Prussien aux idées révolutionnaires et libertaires. Découvrons ensemble comment Hegel a pu devenir philosophe et s'il s'est engagé dans la franc-maçonnerie par désir de reconnaissance. Et surtout, découvrons comment il en est arrivé au châtiment suprême. Je vous propose une folle histoire inspirée de faits réels. Ceux qui vénèrent Nietzsche ou Socrate vont m'en vouloir, mais c'est parti! Nous sommes dans les années 1785 et nous retrouvons notre petit George William Friedrich Hegel en pleine adolescence. Malgré le fait d'être reconnu comme un élève modèle, Hegel ose contredire son professeur. Hegel est doté d'une grande intelligence, mais il a en lui la graine contestataire et révolutionnaire. Hegel est un rêveur qui se nourrit des philosophes français des Lumières, à la veille de la Révolution française. Grâce à ses grandes capacités, il comprend ce que tente de lui enseigner son précepteur. Mais il s'ennuie. Alors, prenant son courage à deux mains, il ose dire à son précepteur que sa pédagogie est dépassée. Elle est humiliante et dénigrante. Le jeune Hegel ne se sent pas respecté. Et il est particulièrement sensible à ce qu'on reconnaisse son intelligence. Mais son professeur est dépassé. Il ne comprend pas pourquoi Hegel s'offusque à la moindre remarque. Dénigrer les autres, nous le faisons tous sans nous en apercevoir. N'a-t-on jamais dit à quelqu'un « tu devrais faire ça » ? Si quelqu'un vous dit « vous devez faire ci » ou « vous devez faire ça », c'est qu'il pense inconsciemment que vous n'êtes pas capable de parvenir à la solution tout seul. Et ça, Hegel ne le supporte pas. Il va en faire le thème principal de sa philosophie durant toute sa vie. Dans l'ensemble, Hegel a une vision assez pessimiste de la vie. Il faut dire qu'il reçut pour ses 8 ans à peine les drames de Shakespeare, et quelques années plus tard, les tragédies grecques. De quoi partir du bon pied. Hegel n'en démord pas, et affirme à son professeur qu'il est son professeur par choix, et que lui-même est son élève par choix. Il s'agit donc de deux personnes conscientes d'une alliance temporaire pour transmettre un savoir d'un côté et le recevoir de l'autre. En aucun cas, il n'existe de supériorité hiérarchique de l'un sur l'autre. En aucun cas, la conscience de son professeur n'a de titre de propriété sur sa conscience à lui. Hegel perçoit les individus comme des consciences, au-delà de toute inégalité sociale ou professionnelle. Et ça, c'est une idée assez révolutionnaire pour l'époque, inspirée des philosophes des Lumières. Pour Hegel, nous sommes des consciences douées de volonté. C'est sa définition en quelque sorte d'un individu. C'est une conscience qui peut exercer sa propre volonté. Et justement, c'est cette conscience qui va éprouver un fort désir de reconnaissance. Et voici pourquoi. Hegel a l'impression que son professeur ne reconnaît pas son intelligence. Notre jeune héros prussien a besoin qu'on reconnaisse qu'il comprend, apprend, sait et réfléchit par lui-même. Après s'être fait jeter dehors par son professeur, cet élève modèle erre dans les couloirs de la grande demeure de son père, fonctionnaire à la cour des comptes du duc Charles II de Wurtemberg. Encore ému du récent décès de sa mère, il se questionne régulièrement sur son existence et le sens de sa vie. Malgré son chagrin, la foi religieuse ne le réconforte pas. Il trouvera la paix dans la philosophie. Vous l'avez compris, Hegel n'aime pas beaucoup qu'on lui impose les choses. Il aime comprendre et apprendre par lui-même. En bref, il a horreur des discours dogmatiques qui nous disent de penser ça ou ça. Et c'est ce qui le conduira une bonne partie de sa vie à critiquer l'enseignement religieux. Son petit frère débarque à ce moment-là, sur son cheval en bois dans le couloir, tel un cavalier prussien.
Une épée en bois à la main, il semble bien s'amuser à jouer au militaire. Il court tout autour de son grand frère, il crie et cela agace Hegel qui lui demande de se taire. Son petit frère, qui a pourtant l'âme d'un guerrier, se met à pleurer en lui répondant « Il n'a pas fait exprès » avant de repartir en courant. Et là, Hegel se rend compte d'une chose surprenante. Son petit frère parle de lui à la troisième personne. C'est le déclic pour Hegel, parce qu'il comprend que son petit frère a conscience qu'il existe, mais il n'a pas encore conscience qu'il est lui-même un jeu. C'est-à-dire que sa conscience comprend qu'elle est différente du monde qui l'entoure, qu'elle existe, mais n'a pas encore conscience qu'elle est douée de sa propre volonté, d'un jeu. Après s'être engagé sur la voie de la philosophie, Hegel bâtit une théorie quelques années plus tard sur les bancs de son université, prémisse d'une œuvre phare qu'il éditera bien des années plus tard, à l'âge de 37 ans. La phénoménologie de l'esprit. Pour notre philosophe, la conscience d'un nouveau-né n'existe pas. Pour le nouveau-né, tout se confond. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il perçoit, et lui-même, tout cela fait partie d'un tout. Mais lorsque l'enfant grandit, il perçoit les objets dans leur individualité. Le monde n'est plus un amas d'une seule et unique chose, mais un ensemble d'objets individuels. Et parmi ces objets, lui-même. C'est le début de la construction de sa conscience. L'enfant se définit différemment du monde qui l'entoure, mais c'est la raison pour laquelle il le fait qui est surprenante. Eh bien, ce sont les autres. C'est parce que les parents s'adressent à leur enfant qu'il comprend petit à petit qu'il est quelque chose de différent, qu'il est une conscience à part, extérieure au monde. En bref, c'est parce que les autres nous identifient comme une conscience que notre conscience se construit. Sans les autres, pas de conscience. Hegel comprend que dans sa théorie, la conscience détient donc dès sa construction un profond désir de validation. Notre conscience se construit parce que les autres nous font comprendre qu'on en est une. Mais il faut que cette conscience devienne active, qu'elle se réalise par elle-même pour intégrer un jeu, qu'elle prenne ses propres décisions. L'enfant entre alors dans une phase de caprice où il affirme sa volonté de vouloir faire certaines choses. L'enfant construit son autodétermination, sa capacité à prendre lui-même les décisions qui le concernent. Hegel y voit un angle d'attaque déterminant pour comprendre les interactions sociales. En effet, enfants ou adultes, nous sommes avant tout des consciences douées de volonté. Mais ces consciences ont dans leur ADN un profond désir de validation dans le regard des autres. Nous avons donc besoin d'une validation régulière pour nous assurer que nous sommes bien encore une conscience douée de volonté. Une validation nécessaire par d'autres consciences douées de volonté. Oui, nous avons tous un profond désir de reconnaissance. Et Hegel nous dit que c'est tout à fait normal. Il établit même que ce désir de reconnaissance est non seulement présent dans notre vie quotidienne, mais qu'il est un désir fondamental de l'homme. Fondamental, c'est-à-dire aux fondations de sa construction. Sans ça, l'homme n'existe pas. C'est inscrit dans son ADN. Imaginez-vous un instant si personne ne vous répond. Mais vraiment personne. Vous leur parlez, vous les touchez, vous essayez d'interagir avec eux, mais tout le monde vous ignore. Presque comme si vous étiez un fantôme. D'ailleurs, à force, vous finissez par douter si vous-même vous existez. D'ailleurs, on parlera bientôt du fameux « je pense donc je suis » de Descartes, avec une expérience qui va vous sortir de votre corps. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne souhaitez pas rater cet épisode. Hegel détient désormais sa théorie phare. Mais une question subsiste encore. Si nous sommes des consciences en quête de reconnaissance de notre propre volonté, c'est-à-dire qu'on recherche à être reconnu dans le regard des autres comme un être capable de prendre ses propres décisions, pourquoi nous mettons-nous parfois au service des autres ? Pourquoi acceptons-nous la hiérarchie ? Pourquoi obéissons-nous aux lois ? Pour répondre à cette question, notre héros Hegel, à l'âge de 25 ans, part à Kaliningrad, retrouver un philosophe très connu en Europe, Emmanuel Kant.
Ce dernier est reconnu pour être un génie de la philosophie. Il a établi, il y a quelques années, 3 impératifs pour nous aider à poursuivre notre vie dans une morale vertueuse basée uniquement sur la raison. Une morale logique qui s'abstient de toute influence émotionnelle ou religieuse. Hegel en est déjà séduit. Les impératifs d'Emmanuel Kant sont valables tout le temps pour chaque action du cours de notre vie, sans condition. Bref, ils sont catégoriques. Le premier impératif catégorique est la loi de l'universalité de nos actions. Il nous faut nous imaginer que chaque action que l'on entreprend peut être une loi universelle disponible à chacun. Si par exemple je mange de la viande tous les jours, il faut que je m'imagine tout le monde en train de manger de la viande tous les jours et que j'essaie de voir les conséquences que cela peut avoir sur le monde. Ici, sans nul doute, les conséquences seraient désastreuses. Donc si je veux être vertueux, il faut que je réduise ma consommation à un seuil que tout le monde peut atteindre sans conséquences néfastes pour la planète, comme 1 ou 2 fois par semaine par exemple. Mais ce n'est pas cet impératif qui intéresse Hegel. Le second impératif est d'agir de telle sorte que tu traites toujours l'humanité, en toi-même et en autrui, comme une fin et jamais comme un moyen. Hegel se demande alors si dans les organisations professionnelles hiérarchiques ou dans le monde politique, des uns ne servent qu'à réaliser le projet des autres. Sont-ils utilisés dès lors comme de simples moyens, comme de simples ressources humaines, et non plus comme une fin? Ça me rappelle la fameuse phrase que je trouve un peu surfaite. Deviens entrepreneur pour réaliser ton rêve, ou sinon, quelqu'un t'embauchera pour réaliser le sien. Cela laisse entendre qu'un salarié est utilisé par son patron. Mais il s'agit avant tout de coopération et de contrat. Si chaque personne était entrepreneuse, franchement, l'humanité n'aurait pas réalisé de grandes choses. Cette interrogation le dévore, et il a hâte de pouvoir en débattre avec celui qui lui a fait aimer la philosophie. Mais lorsqu'Hegel arrive, le climat politique est tendu dans la capitale prussienne. Le régime répressif prussien rend les philosophes discrets sur leurs théories humanistes, même si le maître mot de Frédéric II, d'après Emmanuel Kant, est « raisonnez tant que vous voudrez sur tout ce que vous voudrez, mais obéissez ». Ce roi, se voulant amateur d'art, de poésie et rêvant d'être philosophe, permet la liberté de penser, mais exige l'obéissance pour assurer l'ordre dans la société. Un point commun avec Emmanuel Kant. Hegel parvint d'ailleurs à se faire inviter à dîner, car il s'avère qu'Emmanuel Kant est friand d'invités, surtout lorsque ceux-ci débutent dans la philosophie. Un dîner avec Kant et Hegel, ça va donner. Kant ose d'ailleurs une petite anecdote pour détendre l'atmosphère. Il avoue exécuter la même promenade depuis des années exactement à la même heure. Ce qui nous donne une idée du sérieux et de la discipline de ce philosophe. Kant y a pourtant dérogé 2 fois. La première en 1762 pour se procurer le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, philosophe français des Lumières. La seconde, il y a 7 ans, afin d'acheter la Gazette après l'annonce de la Révolution française. Les 2 hommes partagent donc le même esprit humaniste du siècle français des Lumières et se retrouvent sur le 3e et dernier impératif catégorique. Agis comme si tu étais à la fois législateur et sujet dans la République des volontés libres et raisonnables. Autrement dit, ne sois pas au-dessus des lois, mais légifère comme si tu n'y étais pas soumis. Voilà, alors, 2 écoles, 2 ambiances sur ce sujet. La thèse antérieure de Thomas Hobbes, par exemple, affirmait que pour qu'un législateur soit impartial dans la construction des lois, il ne devait pas lui-même y être soumis, pour éviter d'être influencé. Si son jugement est influencé parce qu'il est soumis à ses propres lois, il ne pourrait peut-être pas faire ce qui doit être fait. La limite de cette théorie de Thomas Hobbes est qu'on tombe facilement dans la dictature, vous l'avez vu venir. Mais la limite de la thèse de Kant, par exemple, est que le pouvoir politique peut faillir
s'il est lui-même soumis à ses propres lois. Il est à même de ne pas toujours prendre la bonne décision. Difficile de légiférer sur le patrimoine, d'augmenter les impôts par exemple, quand on est soi-même multipropriétaire foncier. Vous voyez ? Hegel pose enfin la question qui le ronge tant. Si le désir de reconnaissance est un besoin fondamental de l'homme, si je souhaite que le monde me reconnaisse capable de prendre mes propres décisions, pourquoi accepterais-je de me plier aux lois qui me disent quoi faire ? Si je m'engage dans l'armée, suis-je considéré comme une simple ressource ? À vrai dire, Kant n'a pas pensé ainsi la question. À cette époque, l'opinion commune pense que la morale s'oppose à la liberté. La morale est une somme de contraintes, la plupart du temps religieuses. L'objectif de Kant était alors de proposer une morale qui consistait à s'affranchir des instincts égoïstes de l'homme, de sauver son âme, pour agir raisonnablement, pour être libre, soi-même et les autres. Le second impératif consiste à affirmer que tout le monde a le droit de penser librement et que nul ne peut porter atteinte à la liberté de l'autre. Bon, alors, quand Emmanuel Kant dit « tout le monde », il faut se resituer au XVIIIe siècle. Je rappelle que Kant n'était pas contre l'esclavage qui se pratiquait à cette époque-là, et qui pourtant semble contredire le second impératif. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à comprendre pour nous, c'est que toute pensée se construit dans une époque donnée. Il faut faire preuve de tolérance. Par exemple, à notre époque, on trouve la tradition de l'héritage logique et morale. Mais on trouve aussi immoral que les riches deviennent de plus en plus riches et que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Il y a donc contradiction dans nos convictions, car l'héritage permet à des familles de devenir de plus en plus riches, de posséder de plus en plus de choses, et donc inévitablement empêche certaines familles d'accéder à la propriété et donc de posséder de moins en moins de choses. Finalement, l'héritage n'est peut-être pas si moral que ça. Si ce débat vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo de Monsieur Phi qui explique ça très bien. Hegel et Kant débattent avec vigueur et passion autour de la question du soir. Hegel en arrive au concept de la négation de la conscience. Le désir de reconnaissance s'oppose à la négation de la conscience. Mais toute obéissance n'est pas systématiquement dans la négation de la conscience. Il y a parfois un contrat. Lorsqu'un élève apprend d'un professeur, il ne se soumet pas au professeur, mais au savoir du professeur. Lorsqu'un salarié signe un contrat de travail, il se soumet volontairement au fonctionnement de l'entreprise. Quant au citoyen, il se soumet aux lois de sa nation. Cela n'entache en rien le désir de reconnaissance de sa conscience. En revanche, s'effacer par peur de s'affirmer face à une autre conscience, face à un autre individu, provoque la négation de notre conscience. Les gens qui ne savent pas dire non, par exemple, qui s'effacent devant les autres personnes, sont dans la négation de leur conscience. Le désir de reconnaissance, c'est une affirmation de soi. On souhaite donc tous être reconnus, mais ce n'est pas mauvais, il ne faut pas en avoir honte. C'est notre affirmation de nous-mêmes. Enfin, je dis ça, mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie, vous allez voir. D'autant plus que la guerre va faire douter notre héros. Hegel quitte le dîner après quelques heures d'agréables discussions. En déambulant le long de l'allée, il s'affirme dans sa volonté de vouloir comprendre les relations sociétales et donc politiques. Une organisation politique peut être vertueuse si elle considère l'être humain libre et capable de volonté. Des contrats sont possibles pour faciliter la collaboration des personnes, mais chacun doit pouvoir y adhérer librement. Hegel, l'humaniste, devient libertaire. Il veut jouer son rôle dans la construction politique de son pays. La franc-maçonnerie ne semble plus très loin. En déambulant dans les allées sombres de la capitale, Hegel se souvient de sa jeunesse. Inspiré par la Grèce antique et enthousiasmé par la Révolution française, il a planté un arbre de la liberté avec ses amis, pourtant cérémonie typiquement française, dans une prairie proche de Tübingen. Hegel veut se faire l'orateur des idées de liberté et d'égalité pour son pays. Il s'inspire des journaux français et chante la Marseillaise.
Il s'écrie ce soir-là en pleine rue « Vive la liberté et vive Jean-Jacques !» l'auteur du Contrat social, passant alors pour son héros. Jean-Jacques, c'est notre Jean-Jacques Rousseau national. Et Hegel est demeuré toute sa vie durant attaché au souvenir de la Révolution française de 1789. Quand bien même il n'est pas lui-même français mais prussien. Il dira dans ses cours de Berlin sur la philosophie de l'histoire que la Révolution française fut un magnifique lever de soleil. Mais trêve d'oisiveté, la guerre éclate et Hegel est réquisitionné. Hegel est rattrapé par la guerre et envoyé sur le champ de bataille. Le 14 octobre 1806, à l'âge de 36 ans, Hegel participe à la bataille de Iéna, qui oppose la Prusse à la France. Non seulement Hegel n'est pas un guerrier dans l'âme, mais il doit se battre pour un royaume prussien dont il conteste l'autorité contre une France qu'il admire. Un déchirement émotionnel et philosophique pour notre héros. Mais Hegel va y faire une rencontre surprenante. Les Français sont dirigés par Napoléon, et c'est une rencontre majestueuse pour Hegel. Il écrira sur notre empereur « J'ai vu l'empereur, cette âme du monde, sortir de la ville pour aller en reconnaissance. C'est effectivement une sensation merveilleuse de voir un pareil individu qui, concentré ici sur un point, assis sur un cheval, s'étend sur le monde et le domine. » Hélas, quelques années plus tard, la Prusse gagne alors qu'Hegel a quitté depuis quelques années déjà le champ de bataille. Hegel le vit comme un véritable drame pour ses idées révolutionnaires et humanistes, lui qui admire le courage du peuple français et ses philosophes des Lumières. Mais sa peine ne s'achève pas là. Il apprend la mort de son petit frère, celui-là même qui jouait au cavalier quand il était petit est mort sur le champ de bataille. Hegel a perdu très jeune sa mère. Sa sœur a été rapidement enfermée dans un hôpital psychiatrique. Et désormais, son petit frère est mort. Et rajoutez à ça du Shakespeare et des tragédies grecques, souvenez-vous. De quoi faire un individu très optimiste sur le sens de la vie. Ce sont des années sombres pour Hegel. Et les historiens, convaincus qu'il a appartenu à la franc-maçonnerie, penchent pour une intégration aux alentours de ces années-là. Hegel a alors 40 ans. Hegel est anéanti. Il a l'impression de vivre l'une de ces tragédies grecques qu'il lisait autrefois. Ce soir-là, il sombre dans l'alcool. Il dépense tout l'argent dont il dispose dans la boisson. Saoul, il s'évanouit dans les rues de Nuremberg. Mais un de ses élèves le reconnaît. Car en effet, Hegel est directeur d'un lycée, dans lequel il propage sa philosophie et sa pédagogie moderne et appliquée. Il ne cesse de sensibiliser les adultes à l'importance de la pédagogie. Rappelez-vous, il remettait en question la pédagogie de son précepteur au tout début de notre histoire. Malgré son système philosophique très complexe, grâce à de bonnes méthodes, les élèves sont actifs, impliqués et appliqués. C'est d'ailleurs parce qu'ils l'apprécient qu'ils se mettent à plusieurs pour le ramener chez lui. Mais pendant ce temps-là, durant son absence, Hegel fait une étrange rencontre avec une personnalité fort moustachue, Friedrich Nietzsche. Bon, alors, je porte à votre connaissance que Nietzsche est né 13 ans après la mort d'Hegel. Mais ça ne fait pas de doute que Nietzsche a lu Hegel. Et en plus, ils adoraient tous deux le théâtre et la philosophie des Grecs antiques, comme Socrate, Platon, ou même antérieurs comme Pythagore. Donc, permettons-nous de les faire se rencontrer. Je pense qu'ils se seraient bien entendus, malgré le fait qu'ils ne sont absolument pas d'accord, vous allez voir. Hegel se retrouve dans un immense espace noir. Seule une lumière apparaît au loin. Une silhouette grande et trapue baigne dans cette lumière surnaturelle. Nietzsche se tient fièrement devant notre héros.
le philosophe allemand entame la conversation. Socrate n'attendait rien du regard des autres. Il n'avait de considération que pour la logique et la raison. Hegel est très surpris de cette remarque. D'une part parce qu'il connaît très bien la philosophie socratique, et d'autre part parce qu'un individu s'invite dans son rêve et le remet en question. Mais Hegel se sent forcé d'y répondre. Comme un rêve, il voit et sent ce qu'il se passe, mais subit sans trop de réflexion la situation. Nietzsche et Hegel sont d'accord sur un point. Le désir de reconnaissance est un désir fondamental de l'homme. Mais pour Nietzsche, il ne s'agit pas d'un bon désir. Pour Nietzsche, le désir de reconnaissance est un désir d'esclave, un désir réservé aux esclaves qui attendent l'approbation d'un maître, d'un seigneur qui a le droit de créer des valeurs, d'imposer son bien et son mal, son bon et son mauvais, ce qu'il trouve respectable ou non. Le vaniteux, c'est-à-dire celui qui succombe au désir de reconnaissance, se soumet finalement à ce qu'on pense de lui, en bien ou en mal, à tort ou à raison. Si par erreur on est fier de lui pour un acte qu'il n'a pas commis mais qu'on croit qu'il a commis, eh bien il sera fier lui aussi, alors qu'au fond il ne le mérite pas. Attendre l'approbation de l'autre est réservé à ceux qui souhaitent rester esclaves de cette approbation, qui viendra ou ne viendra pas. Je cite : « L'âme aristocratique, notamment, est obligée de se faire violence et d'appeler l'histoire à son aide pour arriver à se représenter que depuis des temps immémoriaux, dans toutes les classes sociales tant soit peu dépendantes, l'homme du commun n'a jamais eu d'autre valeur que celle qu'on lui attribuait. Nullement habitué à fixer lui-même des valeurs, il ne s'en est pas attribué d'autres que celles que ses maîtres lui reconnaissaient. Créer des valeurs, c'est le véritable droit du Seigneur. » Wow, chez Nietzsche, ça rigole pas, il ne mâche pas ses mots. D'ailleurs, il y a de nombreuses personnes séduites par la philosophie nietzschéenne, qu'on considère à un juste titre comme une philosophie de la loi du plus fort. Si vous voulez en découvrir plus, je vous invite à retrouver la vidéo « Votre clone ou vous qui survivra ?» qui explore notre capacité à survivre avec Nietzsche et Spinoza. Hegel a tout entendu. Le désir de reconnaissance serait-il vraiment un désir d'esclave ? Hegel est perdu. Il se souvient de tous ces soldats, camarades d'infanterie, partis au combat et prêts à se sacrifier pour leur honneur et leur dignité, pour être reconnus comme des héros. Ce sacrifice était-il absurde ? Hegel doute. Mais si ce désir de reconnaissance est fondamental à l'homme, qui naît de sa construction même, comment l'homme peut-il s'en passer ? Et surtout, s'il n'attend vraiment rien du regard de l'autre, comment un tel personnage construit-il ses valeurs ? Comment est-il capable de se remettre en question ? Il faudrait que cet homme, qui n'attend rien du regard de l'autre, soit capable de discerner le juste et l'injuste dans la moindre de ses actions, sans que personne ne lui dise jamais. Sur le papier, la réflexion qu'il vient d'entendre est séduisante, mais en pratique, aucun individu ne semble capable d'une telle sagesse sans discuter ou confronter son point de vue avec les autres. Le mot d'esclave résonne encore dans la tête d'Hegel, lui qui est tant attaché à la liberté. Hegel décide de rejeter la thèse qu'il vient d'entendre. Il ne peut pas la supporter. Pour lui, le désir de reconnaissance doit être une énergie, une force qui pousse même un homme plein de vie à se sacrifier pour son honneur. Pour Hegel, dans une vision assez pessimiste de la vie, le don n'existe pas. On cherche à travers le don, le bénévolat ou le sacrifice une forme de reconnaissance. Pour Nietzsche,
c'est une faute. Mais pour Hegel, ce n'est pas un mal. Tout au contraire, c'est naturel. Voilà ce qui l'oppose principalement à la thèse nietzschéenne. Souhaiter de la reconnaissance n'est pas mauvais. Avouez quand même que dans notre culture, nous ne sommes pas d'accord avec Hegel. Si on ose dire que les bénévoles font du bénévolat par intérêt, on se fait incendier. Le don, la générosité, donner sans attendre en retour, c'est beau. C'est en partie historique pour nous, dans notre culture, puisque ce sont des valeurs principalement définies par la religion. Hegel est d'accord avec la thèse nietzschéenne s'il considère qu'agir par intérêt d'obtenir une reconnaissance est une mauvaise valeur. Et cela serait une mauvaise valeur d'après des critères essentiellement religieux qui ont posé leur définition du don, de la générosité, de la grandeur de l'âme. Mais Hegel en a fini avec la religion. Il n'est pas d'accord avec cette théorie et souhaite faire du désir de reconnaissance une source d'énergie. Agir par intérêt peut être un moteur très puissant pour accomplir de belles choses. Mais Hegel a bien conscience qu'à trop vouloir être reconnu, on peut se détruire. On peut effectivement devenir dépendant et addict à l'approbation des autres. Où est donc la juste limite ? Hegel est déterminé à achever sa philosophie en ayant réponse à toutes ces questions. Et c'est avec cette conviction qu'il se réveille le lendemain matin. Hegel est prêt à devenir libre. Alors, je dois préciser que la définition de liberté peut varier d'une culture à l'autre. J'entends par là que chez nous, quand une personne est riche ou influente, on a tendance à plus l'écouter, comme si moralement, elle détenait la vérité. En d'autres termes, nos différences de pouvoir ou de richesse créent une inégalité sur le plan moral. On a encore du mal à penser qu'un ouvrier peut être plus philosophe que son patron, par exemple. Ceci nous vient de l'Ancien Régime, à l'époque où la noblesse avait de nombreux privilèges et plus d'instructions, notamment le droit de créer ses propres valeurs. Mais pour les Allemands, l'homme libre, c'est le membre de la communauté nationale, habilité en toute égalité à tout autre à participer à la construction de son pays. La liberté, c'est le pouvoir de participer à la construction du collectif en toute égalité. Hegel est plus motivé que jamais à construire son pays. Mais, pour une obscure raison qu'on ignore encore, il décide de le faire dans la clandestinité. Hegel rejoint les rangs de la franc-maçonnerie. Le jeune Hegel, qui percevait l'appel à l'émancipation du peuple, dont toute l'Europe retentissait, n'avait pas de doute sur l'avenir. Le XIXe siècle sera universaliste et progressiste, aux antipodes de ce que l'enseignement lui martelait. Hegel, le grand philosophe de l'histoire et de l'esprit, aspirant à être reconnu comme une pure âme sans histoire, rejoint l'ordre secret des Illuminés de Bavière pour changer le monde, accélérer le mouvement de l'histoire, promouvoir une société libérale et démocrate. Hegel publie des tracts, se bat à ses risques et périls pour libérer Victor Cousin quand ce dernier est victime en 1824 des institutions judiciaires conjuguées de la France, de la Saxe et de la Prusse. Il se soucie également d'affaires policières concernant des étudiants qui se mobilisent contre l'absolutisme monarchique et militent pour un État unique sur le modèle français. Notre philosophe se constitue un cercle d'amis et de protecteurs qui veillent continuellement à ce que le philosophe échappe aux rétorsions auxquelles il s'expose parfois imprudemment. Hegel explore sa philosophie en pratique. Il ose des choses par désir de reconnaissance et joue avec le feu. Avec cette vie trépidante et engagée, il commence à mieux percevoir le socle et les limites de sa théorie sur le désir de reconnaissance. Hegel ne nie pas son désir de reconnaissance, bien au contraire, il accuse ceux qui le font. Si vous êtes toujours avec moi, accrochez-vous, parce que Hegel va démonter la thèse nietzschéenne. Hegel écrit : la conscience de soi
ne parvient à la satisfaction que dans une autre conscience de soi. Mais cette satisfaction n'est pas immédiate. Elle passe par une lutte où chacun doit s'efforcer de se faire reconnaître. Or, s'exposer à l'autre comme un pour soi, c'est lui prouver que nous ne sommes pas attachés à la vie ou à nos intérêts empiriques à n'importe quel prix. C'est se manifester comme un être dont on ne dispose pas comme on dispose des choses. C'est donc se montrer capable de se nier dans son être là immédiat, ce qui concrètement revient à prendre le risque de mourir, ou dans des situations moins dramatiques, à sacrifier ses intérêts immédiats. Celui qui se soumet au regard des autres n'est pas un esclave, au contraire, il ose avec courage. Dans cette opération, le maître est celui qui assume le risque de mourir. Le dominé, l'esclave, celui qui a peur de mourir ou à moindre mesure préfère ses intérêts à sa dignité. Ce qui signifie que le vrai maître de l'homme n'est pas le regard de l'autre, comme dirait Nietzsche, son vrai maître, c'est la mort ou son attachement à certains intérêts. Cet attachement peut dominer l'homme. Le châtiment suprême pour Hegel, c'est de ne pas oser conquérir et assouvir son désir de reconnaissance. En d'autres termes, c'est faire preuve de lâcheté. C'est pire que la mort. Pour Nietzsche, se libérer du regard des autres, c'est être courageux et gagner sa liberté. Pour Hegel, être courageux, c'est justement affronter le regard des autres. Deux thèses, deux ambiances. Avec cette théorie, Hegel redonne de l'honneur à ses amis morts au combat. Mais il vieillit. Sa vie maçonnique l'a certes convaincu que le désir de reconnaissance n'est pas une mauvaise chose, mais elle ne lui a pas donné réponse sur la limite d'un tel désir. Faut-il l'assouvir sans limite ? Hegel sait au fond de lui que non. Mais il lui faut trouver pourquoi. Maintenant, dans ses vieilles années, Hegel se bat pour l'autonomie de l'éducation et de l'université. Pour lui, l'apprentissage doit être indépendant, en dehors de tout discours dogmatique d'un régime politique autoritaire. Il passera la fin de sa vie à défendre cette autonomie. Les derniers mots de son dernier cours ont été retranscrits. Rendre le monde extérieur partout conforme au concept de la liberté, une fois reconnu, telle est la tâche des temps nouveaux. Après une journée de cours épuisante pour ce corps fatigué, Hegel s'endort sur un ouvrage de son plus inspirant philosophe, Jean-Jacques Rousseau. Les pages tournent et tournent encore, Hegel s'endort. Pour rappel, Jean-Jacques Rousseau, philosophe français, s'est éteint en 1778. Hegel avait 8 ans. Dans son rêve, Hegel est encore un enfant. Jouant avec sa sœur, ils courent tous deux dans la prairie pour retrouver leur mère. Celle-ci est assise à l'ombre d'un arbre. Souriante, éclatante, elle discute et rit avec le philosophe des Lumières, Rousseau. Hegel embête encore sa sœur. Il souhaite à tout prix être le préféré de sa mère, mais celle-ci ne lui donne pas ce plaisir. Sa petite sœur sait en revanche se venger et le met à terre. Hegel est déconcerté et fâché. Dans un caprice, il crie sa frustration. Hegel est le plus intelligent de la famille. Sa mère doit le reconnaître. Il est brillant, bien élevé et apprend déjà à penser par lui-même. Il est un vrai modèle de réussite. Cette déclaration fait sourire sa mère. Elle lui dit qu'une telle assurance pour soi-même est une force. Avec elle, son garçon sera invincible. Mais l'homme en face d'elle se permet d'ajouter : ne confonds pas amour de soi et amour-propre. L'amour de soi est l'origine des passions douces et affectueuses,
tandis que l'amour-propre est la source des passions haineuses et irascibles qu'impose la société. L'homme a dans son état naturel un instinct de conservation qui le pousse en toute objectivité à prendre soin de lui, physiquement et psychologiquement. Mais contrairement à l'animal dont la nature est fixe, l'homme est ouvert au changement, ce qui peut le mener au bien comme au mal. Ce pouvoir dont dispose l'homme pour se perfectionner, cette malédiction peut être dévastatrice, surtout en société. Ne laisse jamais le paraître se substituer à l'être. Hegel, en ce 14 novembre 1831, ne se réveillera pas de ce dernier rêve. En réalité, il est mort du choléra, mais c'était beaucoup moins poétique. Alors voilà, la théorie d'Hegel achevée. Le désir de reconnaissance est naturel et doit être assumé, avec courage, au nom de l'amour de soi et non au nom de l'amour propre. En conclusion, faut-il se détacher du regard des autres? À la manière nietzschéenne, je dirais que oui. Sinon, vous êtes l'esclave de l'approbation de l'autre. Mais attention à ne pas devenir une personne qui ne se remet jamais en question. À la manière hégélienne, en revanche, je dirais que non. Le désir de reconnaissance n'est pas un mal, surtout s'il est moteur de belles actions, afin d'être fier de vous-même avant tout. Bien sûr, cette histoire est fictive, mais inspirée de faits bien réels, et respectueuse de la pensée de chaque philosophe. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, dans quelle école êtes-vous? Nietzsche ou Hegel? Dites-nous ça en commentaire qu'on en discute. Et si vous souhaitez assouvir mon désir de reconnaissance, abonnez-vous dès maintenant. A bientôt pour une autre histoire.